La retraite en Israël, un sujet passionnant, un sujet sur lequel on a beaucoup à apprendre. Et ne vous inquiétez pas, nous avons un professionnel aujourd'hui pour parler de cette question essentielle. Car oui, en Israël, si on ne cotise pas, arrivé à l'âge de la retraite, on est sans rien, nu et cru. Donc c'est parti pour la retraite, comment ça marche en Israël. On y va. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Bonjour Benjamin Béros. Bonjour Cathy. On est super content de vous recevoir parce que c'est un sujet très important dont on parle peu, pour ainsi dire pas, et encore moins en français. Effectivement. Alors juste pour les présentations, vous êtes responsable de la clientèle francophone au sein de la société Phoenix Pensia. Vous avez un master en finance de l'université de Ben Gurion. Et comme vous êtes vraiment un pro, vous avez également une licence du ministère des Finances, conseil en fonds de pension et en placement. Donc là je crois qu'on est à la bonne adresse et on est ravis que vous ayez accepté de venir nous voir. Alors juste en deux mots, la retraite en Israël est un système d'épargne. En gros, vous m'arrêtez si je me trompe. Et l'employeur a une responsabilité légale de cotiser pour son employé. Mais ça, c'est pour les salariés. Il y a un autre système pour les indépendants. Donc, on va tout expliquer. Alors, est-ce que c'est vraiment une obligation légale pour l'employeur de cotiser pour son salarié ? Alors effectivement, depuis le 1er janvier 2008, précisément, l'employeur est tenu de cotiser mensuellement pour son employé à un fonds de pension. Donc, la cotisation se répartit en plusieurs, facteurs. Donc, il y a la cotisation de l'employé et celle de l'employeur. Donc, tout le monde cotise. L'employé cotise une petite somme. Mais effectivement, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est de la responsabilité de l'employeur de faire le virement et donc de préciser au fonds de pension que le virement a été fait pour un tel employé et donc qu'il a une caisse de retraite active. Donc ça veut dire que pour avoir une caisse de retraite, est-ce qu'on a cette caisse de retraite au premier jour où on est salarié? Est-ce qu'il faut attendre un temps de latence avant de pouvoir avoir une retraite constituée par sa propre épargne mais également par l'employeur? Alors, c'est une très bonne question. On va distinguer deux cas bien différents. Le cas du Olé Hadash ou de celui qui n'a pas encore travaillé en Israël, c'est son premier emploi. Ou alors celui qui a travaillé depuis plus de 6 mois en Israël et qui n'a pas eu de travail entre-temps. Cette personne-là, au bout de 6 mois... Donc l'Olé Hadash, celui qui n'a jamais travaillé. Celui qui n'a jamais travaillé, l'employeur n'est tenu de lui cotiser une épargne retraite qu'au bout de 6 mois de travail non rétroactif. C'est-à-dire il a commencé à travailler en janvier, il a travaillé pendant 6 mois, au mois de juillet seulement, l'employeur doit lui cotiser une retraite. Alors ok, donc ça on a compris. Apparemment c'est une obligation, c'est légal. Donc ça veut dire que si l'employeur ne le fait pas, il peut s'exposer à des sanctions pénales. C'est très important de le dire. C'est très délicat. Voilà, donc au bout de 6 mois, l'employeur convoque son salarié, c'est comme ça que ça se passe j'imagine, pour choisir avec lui un fonds de pension, c'est comme ça qu'on fait? Dans un monde idéal, effectivement, ça devrait être ça. Effectivement, vu qu'on comprend que c'est une épargne... Moi, je suis pour le monde idéal. Alors pour le monde idéal, ça devrait être ça. À préciser qu'en Israël, la plupart des citoyens israéliens savent et comprennent que le gros de leur épargne financière qu'ils vont épargner durant toute leur vie, c'est la pensia. C'est-à-dire que... La retraite. La retraite, effectivement, la pension, la retraite. Étant donné que c'est le gros de leur épargne, donc les gens s'occupent de façon active, proactive, pour vérifier qu'ils ont les meilleures conditions, qu'ils ont des bonnes couvertures et surtout des bons rendements financiers. Le francophone, le Olé Hadash, ne connaît pas les implications que peut avoir le choix d'un fonds de pension et surtout d'un conseil avisé. Et donc à ce moment-là, soit il ne se préoccupe pas du tout de choisir un fonds et donc ça va être fait dans le meilleur des cas par son employeur, soit malheureusement dans certains cas c'est jamais fait. Mais effectivement, d'après la loi, il a la possibilité de choisir d'une part le fonds de pension, donc la société gestionnaire des fonds, et d'autre part également le courtier, donc l'intermédiaire entre lui-même employé et le fonds de pension. L'intermédiaire qui va vérifier que les virements sont effectués tous les mois, qui va vérifier que l'épargne est active et surtout qu'elle est profitable pour l'employé. Alors, au niveau des pourcentages, combien l'employé doit cotiser légalement pour lui? Quelle est sa part en fait? Et combien l'employeur doit cotiser? Alors, pour un salarié,
sur sa fiche de paye. Tous les salariés qui nous regardent, ils peuvent vérifier sur leur fiche de paye, qui travaillent depuis un certain temps et qui travaillent dans un endroit, donc chez un employeur qui s'occupe de cotiser à la retraite, qui est au regard de la loi. Il peut vérifier que sur son salaire brut, il a une ligne en général, c'est en haut à gauche de la fiche de paye qui apparaît. Il y a marqué Coupat Gemel en hébreu, Coupat Pensia, donc en français caisse de retraite, fonds de pension, etc. Et il peut vérifier que la somme qui lui est prélevée sur son salaire brut correspond à 6% de son salaire. Donc exemple, ça, c'est sa part. Exactement. Pour un exemple, donc quelqu'un qui gagne 10 000 shekels en brut, sur son salaire brut, on lui prélève 600 shekels tous les mois. Qui va dans ce fonds de pension. Alors, qui est censé aller dans ce fonds de pension À savoir que souvent les employés pensent que c'est encore une ligne d'impôt en tout genre qui existe en Israël, mais pas du tout. C'est un fonds de pension à leur nom. Exactement. C'est en fait une partie d'épargne qui est à leur nom. Donc ça, c'est l'employé. L'employeur cotise combien? Alors, l'employeur, il cotise au total 12,5% du salaire brut de l'employé. Ces 12,5% se répartissent en deux catégories bien distinctes. Donc on a 6,5% du salaire brut de l'employé qui correspond à une épargne retraite. Donc on a 6% de l'employé plus 6,5% de l'employeur. Au total, 12,5% qui partent sur ce fonds de pension qui est l'argent est bloqué jusqu'à l'âge légal de la retraite. Très bien. Et encore, on a 6% de l'employeur qui constitue ce qu'on appelle les pitsuim. Les pitsuim qui sont en français les indemnités de licenciement. Alors là, ça se complique parce que les francophones ne comprennent pas ça, mais il faut comprendre, donc, d'après ce que vous nous dites, que 12,5% sont cotisés par l'employeur, une partie pour la retraite et une partie est pour leur indemnité de licenciement. De licenciement ou de départ. Ou de départ. Ça veut dire qu'on a le droit de toucher ces 6,5%, même si on arrête de travailler, on peut les exiger. Si on est viré, évidemment, on les touche. Alors, deux cas de figure, effectivement. Donc, on parle de 6%. Si un employé, que son employeur bien entendu cotise tous les mois, décide de mettre fin à son contrat de travail... C'est ça qui embrouille en fait, parce que les gens ne comprennent pas que ces indemnités de licenciement soient dans le même blot que la retraite, mais c'est le cas. Exactement. Donc, en fait, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, mais attention, on va voir également que ça fait partie d'un même lot. Puisque, en fait, quand un employé arrête de travailler, met fin à son contrat de travail, à ce moment-là, effectivement, il peut retirer ces 6% du fonds de pension. Il fait une demande, et donc ces fonds lui sont retirés, lui sont reversés. Dans le cas où il se fait licencier par son employeur, à ce moment-là, son employeur doit compléter une partie qui n'a pas été versée sur le fonds de pension, donc en supplément. Donc ça veut dire, en gros, parce que c'est un peu compliqué de rentrer dans tous ces détails, mais si vous êtes viré, vous toucherez un peu plus que ces 6%. Des fois, c'est beaucoup plus. Des fois, c'est beaucoup plus. Donc ça dépend. Là, après, c'est une vraie étude de cas. L'essentiel à savoir, c'est qu'au total, tout le monde qui travaille, donc chaque employé qui travaille en Israël, qu'il soit licencié ou qu'il parte de son plein gré, a droit à ces 6% et ils sont à son nom dans un fonds de pension. Ok, donc on comprend quand même que normalement, si on a un employeur tout à fait conscient de ses obligations, il cotise pour nous, nous on cotise pour nous, donc on a un fonds de pension, un endroit réservé pour la retraite à notre nom dans un fonds ou dans une épargne quelconque. Là, pour l'instant, on est bon. Effectivement, juste une dernière phrase. Souvent, c'est plus d'incompréhension du système que de mauvaise volonté. Bien sûr. Mais il y a beaucoup d'employeurs, francophones notamment, qui ne connaissent pas leurs responsabilités vis-à-vis de la pensia des employés. Donc, sur le court terme, ça peut engendrer des complications. Et sur le long terme, surtout pour les employés, ça implique que des gens qui ont pu travailler 15, 20, 30 ans en Israël n'ont pas mis d'argent de côté pour leur retraite. Et donc, à l'âge légal de la retraite, n'ont pas la possibilité de s'arrêter de travailler. Comme ce qu'on voit malheureusement quotidiennement en Israël, des gens d'un certain âge qui sont obligés de continuer à travailler. Bon, alors il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais qu'on fasse une petite aparté sur les call centers, parce que les call centers, bon, il y a beaucoup de francophones qui sont employés dans les call centers, donc certains employeurs cotisent leur retraite sur leur salaire de base, mais ils oublient, en tout cas, leurs commissions, les commissions qu'ils touchent, en plus de leur salaire de base, cette partie-là, il n'y a pas de retraite dessus. Or, il paraît qu'il y a une jurisprudence. Est-ce que c'est vrai ? C'est tout à fait vrai. C'est une bombe que vous êtes en train de nous balancer. Là. On fait du buzz chez Studio Kalita. Alors, expliquez-nous tout ça. Donc, il y a une jurisprudence qui obligerait les patrons des call centers de verser une retraite et sur le principal et sur les coms. Alors, effectivement. Alors, la jurisprudence, elle, s'adresse aux commerciaux de façon générale, les vendeurs, les gens qui ont un salaire de base et également des intérêts sur vente, des commissions. À partir du moment où la commission fait partie intégrante du salaire, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un bonus annuel qu'on reçoit au mois de décembre ou quoi que ce soit, mais on parle d'une commission qui est payée mensuellement, qui est une partie intégrante de la rémunération du salaire,
C'est-à-dire... Même si elles ne sont pas les mêmes tous les mois ? Bien entendu, au contraire, les commissions ne sont en général jamais les mêmes. Oui, Effectivement, s'il a un salaire de base, mettons, qui correspond au salaire minimum, en général 5300 shekels actuellement en Israël mensuel, et là-dessus, il va gagner encore quelques milliers de shekels de commission tous les mois, bien sûr variable en fonction de ses performances, à ce moment-là, l'employeur est tenu, d'après plusieurs jurisprudences, de cotiser sur l'ensemble du salaire brut de l'employé. Dernier détail à préciser en faveur des employeurs, l'obligation de la loi sur l'employeur, donc pour la cotisation de la pensia, ne s'élève que jusqu'à un salaire de 10 000 shekels. C'est-à-dire qu'un employé qui gagne 5 000 shekels de base et encore 5 000 shekels de commission, il est censé avoir une cotisation patronale, donc de son patron, sur tout le salaire, sur 10 000 shekels. Un employé qui est performant et qui gagnerait plus que 5 000 shekels de commission, donc qui aura un salaire brut de 15 ou 20 000 shekels. Ça change rien pour lui, l'obligation de l'employeur est seulement sur 10 000 shekels ? Exactement. Quand je dis 10 000 shekels, on parle du salaire moyen en vigueur en Israël, donc autour de 10 000 shekels actuellement. On apprend plein de choses avec vous. J'essaye d'être... Bon, j'espère que si vous travaillez dans un call center, vous avez bien écouté, vous pouvez faire replay, parce que franchement, c'est une information importante. Il y a beaucoup aussi de patrons de call center qui ne le savent pas. Effectivement. Tout simplement, donc c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Effectivement. Donc, à savoir que malheureusement, il y a beaucoup de gens effectivement qui ont travaillé pendant plusieurs années en Israël, des cas vécus, et quand on s'assoit pour faire effectivement un rendez-vous de conseil, des gens qui ont travaillé pendant plusieurs années, voire dizaines d'années, s'aperçoivent qu'ils n'ont aucune possibilité financière de s'arrêter de travailler, même à l'âge légal de la retraite pour les hommes qui est 67 ans, des gens qui n'ont aucune perspective de se dire tiens, je vais pouvoir partir à la retraite et bénéficier d'un quelconque rendement privé en Israël. À savoir bien entendu, juste pour préciser, que le Bitoach Leumi en Israël, donc la sécurité sociale israélienne, donne à tous les citoyens israéliens à partir de 70 ans en général, avec quelques possibilités différentes possibles, une sorte de pension de vieillesse, ce qu'on appelle une indemnité vieillesse, qui est de quelques milliers de shekels, entre 1500, 2000 shekels par personne, etc. Donc si on n'a pas cotisé, on n'a que ça, quoi. Exactement, à savoir que cette indemnité vieillesse du Bitoach Leumi est strictement indépendante du salaire perçu. C'est-à-dire qu'un salarié qui a gagné 20 000 shekels, 40 000 shekels ou 3 000 shekels... C'est pour tout le monde pareil. Exactement, c'est le côté social d'Eretz Israël. D'Eretz Israël, ouais. Donc vaut mieux cotiser. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on a été employé pendant 1 an, ça s'arrête pour X raisons, donc on perçoit la pension, enfin les indemnités qui nous étaient dues, etc. etc. On attend 3 mois pour retrouver du travail. Au bout de 3 mois, on retravaille. Est-ce qu'on a encore une caisse active de retraite ou est-ce qu'il faut encore attendre 6 mois avec le nouvel employeur pour que celui-ci cotise pour nous ? Excellente question, effectivement. Là, on n'est plus dans le cas de figure du Olé Hadash. Là, on est dans un cas de figure où il y a déjà une caisse qui a priori est active. Donc, il y a eu un paiement. Donc, on a dit s'il a arrêté de travailler il y a 3 mois, il y a un dernier paiement au fonds de pension qui a été effectué il y a 3 mois. Pendant 6 mois, le fonds de pension en Israël reste actif au nom de l'employeur. Pendant 6 mois, il n'y a pas de paiement. Il garde quand même ce qu'on appelle un VTEC, une ancienneté, donc une caisse ouverte. À partir du moment où il arrive chez le prochain employeur avec une caisse ouverte, l'employé est tenu de le signaler à l'employeur, de venir lui préciser qu'il a un fonds de pension actif. Et à ce moment-là, l'employeur a jusqu'à 3 mois pour régulariser la situation au niveau cotisation, rétroactive depuis le premier jour. Donc si je comprends bien, j'essaye de simplifier parce que c'est vrai que ce sont des notions précises et compliquées. Si on a travaillé pendant X temps, qu'on a une caisse active, alors la caisse active, elle est active pendant combien de mois après avoir arrêté un travail ? Jusqu'à 6 mois après le dernier paiement au fonds de pension. Ça veut dire, une fois qu'on a touché son dernier salaire, pendant 6 mois, on considère que la caisse de retraite est active. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme avantage quand on va chez un nouvel employeur ? On a le droit à ne pas attendre 6 mois pour toucher... À avoir les cotisations retraite. Tout de suite. Depuis le premier jour. Mais c'est super, ça. L'employeur a jusqu'à 3 mois, cependant, pour régulariser la situation. On laisse un petit peu de temps. Ça veut dire on laisse 3 mois à l'employeur pour se retourner. Mais on ne perd pas le droit, puisqu'il sera obligé de cotiser depuis le premier jour. Ok, on est engagé 1er janvier. À partir du 1er janvier, on touche sa retraite normalement. Exactement.
C'est bien ça. Il y a des choses effectivement bien qui sont prévues dans le Code du travail israélien. Donc quand même, l'employé est quand même protégé. On ne le sait pas assez parce qu'on critique beaucoup le système, mais apparemment il y a des choses pas mal du tout. Alors honnêtement, le système est très performant puisqu'au final, la personne qui s'occupe de façon encore une fois active de faire évoluer sa retraite, donc son épargne retraite, à ce moment-là, lui aura des moyens effectivement suffisants qui lui permettront de garder un niveau de vie lors de la retraite. Ceux qui n'ont pas travaillé, qui ne se sont pas préoccupés ou qui n'ont pas cotisé, on va dire que c'est un système qui est peut-être plus, qui est moins social, mais au final qui est peut-être plus juste. Ceux qui ont cotisé ont de l'argent, ceux qui n'ont jamais rien cotisé, au final, ils ne dépendent pas de ceux qui ont cotisé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les 6% dont on a parlé, qui sont cotisés légalement, en tout cas par l'employé, rien n'empêche cet employé de cotiser 10%, 15%, 20%. Non, alors il y a un maximum prévu de 7%. D'accord. Puisque vu qu'il y a des avantages fiscaux, et on ne va pas rentrer également dans les notions fiscales, l'employé peut cotiser jusqu'à 7% de son salaire, effectivement. Pas plus. Bon, ok. Il a d'autres possibilités de faire un complément d'épargne, et c'est également ce qu'on propose, de faire un complément d'épargne en privé, c'est-à-dire de faire fructifier une partie de son argent ou de faire des placements à titre privé tous les mois. C'est ce que font les Israéliens d'ailleurs. Les Israéliens, en tout cas, sont très, très, on va dire, attentifs effectivement à leur épargne financière de façon générale. Donc effectivement, ils font attention d'avoir plusieurs comptes ouverts dans les fonds de pension et autres types d'investissements. C'est d'ailleurs pour ça qu'on croit que l'Israélien moyen est toujours en minus, en général, c'est-à-dire en découvert à la banque. En fait, c'est pas le cas. En général, les Israéliens ont tous des grosses épargnes, que ce soit le Keren Ishtalmut, qui est un plan d'épargne professionnel, ou des plans d'épargne privée, dans les différents fonds qui leur permettent d'avoir des avantages. Et donc, c'est pour ça qu'ils peuvent consommer, sortir. C'est vrai, parfois on les voit, on se dit, mais c'est pas possible, ils travaillent jamais. Alors effectivement, si un salarié est dans un endroit et chez un employeur qui s'occupe de lui donner beaucoup d'avantages en termes de salaire et à côté, en termes de pensia, et effectivement de lui ouvrir un plan d'épargne professionnel qui n'a rien à voir avec la pensia, qui est un avantage net de l'employeur, à ce moment-là, son salaire réel n'est pas que celui qu'il perçoit à la banque, mais il y a également des à côté qui lui permettent d'avoir un train de vie qui est des fois un petit peu plus élevé que... Donc, on comprend mieux. J'espère que cette émission donnera envie aux francophones de prendre une assurance retraite. Voilà, on va dire ça comme ça. De régulariser. Régulariser si ce n'est pas fait, ou bref, d'y veiller. Alors, on a parlé des salariés, mais on n'a pas parlé des indépendants. J'imagine que ça se corse un peu avec les indépendants. Alors, pour les indépendants, effectivement... Est-ce qu'il y a une loi? Est-ce qu'ils sont obligés ou est-ce qu'ils ne sont pas obligés de cotiser pour eux-mêmes? Effectivement. Alors, les indépendants sont toujours, et on comprend facilement ça, réticents à faire de divers paiements. Donc, depuis le 1er janvier 2017, l'État d'Israël, à travers effectivement une loi, donc, oblige les indépendants qui ont un bénéfice annuel supérieur à 60 000 shekels, donc grosso modo un bénéfice annuel supérieur à 5 000 shekels, à ça cotiser... veut dire quelqu'un qui gagnerait plus de 5 000 shekels par mois. Exactement. Ok, qui aurait un ESSEC Patour, un ESSEC Mourché, ou une société, indépendant, quoi. Donc, il doit cotiser pour lui-même. C'est une obligation légale? Exactement. C'est pénal également? Ça va pas aller, je crois qu'ils vont éteindre le poste, là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la cotisation n'est pas uniforme. Bien sûr, la cotisation, elle dépend des bénéfices qu'a l'indépendant. L'obligation au niveau de la loi est jusqu'à 850 shekels, c'est-à-dire pour les indépendants qui déclarent plus de 10 000 shekels de bénéfices par mois environ, l'obligation est plafonnée à 850 shekels. Ça veut dire qu'ils doivent cotiser jusqu'à 850 shekels. Jusqu'à 850 shekels par mois. Mm-hmm. Au-delà, ils ont la possibilité de cotiser plus jusqu'à un plafond d'environ 3 000 shekels par mois qui donne droit à des gros avantages fiscaux. Ça, c'est super intéressant. Alors, avant de parler des avantages fiscaux, qu'est-ce qu'il se passe si on ne cotise pas? Alors, si on ne cotise pas, étant donné que c'est une loi qui est assez récente, donc qui a un petit peu plus de 2 ans maintenant, le Misrad Haotzar, le ministère des Finances, voilà. Au début, c'était un petit peu le flou. Maintenant, ça commence un petit peu à s'éclaircir. Et en principe, malheureusement, pour les indépendants qui ne cotisent pas, et sont censés sortir du ministère des Finances des lettres donc pour prévenir qu'il y a des irrégularités, suivies d'amendes au bout de 30 jours, du moins c'est ce qui est communiqué par le ministère des Finances. Ça veut dire que non seulement c'est un peu dur pour les indépendants, parfois, parce qu'on imagine que s'ils ne cotisent pas, il y a 2 raisons, soit ils ignorent la loi, soit ils ne peuvent pas cotiser parce que c'est trop juste, leurs revenus sont trop justes, mais s'ils ne le font pas, ils vont avoir une amende. Alors effectivement, sont prévues des amendes malheureusement. Super. Pour les indépendants, pour ceux qui ne régulariseraient pas la situation. Mais attention, on va pas faire... Des amendes de combien? Alors les amendes, pour l'instant, celles qui sont communiquées, c'est à hauteur de 500 shekels. Mais encore une fois, on n'a pas de visibilité. Non, voilà. C'est trop tôt.
Bon, mais en tout cas, il faut se préparer. Les amendes sont censées être à partir de février 2019, d'après ce qui est publié sur le site du ministère des Finances. Février 2019, ça veut dire c'est très demain. bientôt. D'accord. Alors, vous avez parlé des avantages fiscaux, ce n'est pas tombé loin de mon oreille, j'ai bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire cotiser pour un indépendant? Parce que parfois, peut-être que ce serait plus intéressant pour lui de cotiser que de ne pas cotiser. Effectivement. Alors, n'oublions pas qu'un indépendant, le jour où il s'arrête de travailler à cause de la retraite ou quoi que ce soit, s'il n'a pas cotisé à un fonds de pension ou s'il n'a pas fait de l'épargne privée, à ce moment-là, il n'aura pas de revenus. Alors, ok. Alors, les avantages fiscaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire une réduction d'impôts? Alors, les avantages fiscaux, l'État, ce que veut l'État, c'est obliger la personne à s'occuper de l'âge de la retraite. Voilà, pour pas qu'il devienne finalement, il revienne sur la responsabilité de l'État. À la charge de l'État. À la charge de l'État. Donc, à partir du moment où il cotise de l'argent, l'État lui donne des réductions au niveau de son paiement du Bitoire Leumi, donc de la sécurité sociale, et également au niveau de son impôt. Il a un Mas Akhnasa, donc un indépendant a du Mas Akhnasa à payer s'il dépasse le palier d'imposition. Il a un Mas Akhnasa à payer à partir du moment où il cotise de façon régulière à la Pensia, à son fonds de pension pour une retraite. À ce moment-là, l'État lui accorde des réductions au niveau des paiements obligatoires que sont le Bitoire Leumi et le Mas Akhnasa. Donc pour résumer, le cotisant va mettre 1000 shekels par exemple de côté par mois, ça va lui donner droit constituer sa retraite. Voilà, pour constituer sa retraite, et au regard des avantages que ça va générer, il paiera moins d'impôts. Il va payer moins d'impôts. Et sa cotisation au mensuel du Bitoire Leumi va diminuer. Et l'argent qu'il a payé au fonds de pension, finalement, c'est son argent aussi. Oui, parce que certains vont se dire, ouais, mais bon, ça revient au même. Non, parce que payer des impôts, ok, c'est pour l'État, c'est pour le pays, c'est super. Payer du Bitoire Leumi, même chose, mais pour le coup, pour la retraite, pour nous-mêmes, il ne reste plus rien. Que là, vous avez une somme pour vous, parce que les 1000 shekels et 850 shekels qu'on met de côté, c'est pour la retraite, donc c'est nominatif pour la personne qui les cotise. Et elle a des avantages, donc c'est vachement intéressant. Bien sûr, on peut gagner combien, à peu près? Alors, quand il y a avantage, alors forcément c'est plafonné, les avantages sont plafonnés. Oui. Donc, grosso modo, la cotisation maximale annuelle au fonds de pension reconnu pour les avantages est de 35 000 shekels, donc autour de 3 000 shekels par mois. Pour schématiser simplement... Schématisons, voilà. Pour l'indépendant qui cotise 35 000 shekels, c'est comme... Par an. Donc, il a mis 35 000 shekels de côté à son nom. C'est comme si, de façon nette, il avait sorti autour de 20-22 000 shekels de sa poche. Seulement, il en a 35. Donc, au final... Parce qu'il a eu des avantages et parce qu'il a payé moins de Bitoire Leumi. Exactement. Donc, au final, ça lui permet de faire un vrai effet de levier et de gagner, entre guillemets, 30% de sa cotisation dans sa poche. Ça veut dire qu'il garde sur les 35 000 shekels à peu près 22 000 shekels, c'est ça? Ça veut dire qu'il a cotisé 35 000 shekels, mais ça lui a coûté 22 000 shekels. Donc il a gagné 13 ou 14 000 shekels. Il a gagné. Il a gagné 13 000 shekels. Bon, écoutez, c'est super intéressant. Vraiment, je pense que ça a mis un peu de clair, hein, en tout cas j'espère, sur ce sujet qui est un peu compliqué, qui est tellement différent du système français. Donc je pense que vous reviendrez pour en parler encore et encore. Vous pouvez réagir sur Facebook, vous pouvez nous écrire si vous avez envie d'en savoir plus, évidemment. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et très bientôt. Également, merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.